nous allons voir comment réaliser la mise en correspondance des scans grâce à des objets topographiques, les sphères. Donc j'ai ici dans ma pièce plusieurs sphères. On retrouve donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 sphères dans la pièce, ainsi que d'autres sphères par exemple dans le couloir. Donc si je viens ici dans le couloir, on remarque qu'on a d'autres sphères, et ces sphères sont numérotées, certaines sont connues, d'autres pas. Donc on a des sphères qui sont tout simplement des sphères qui vont être scannées, et d'autres qui ont été mesurées par une station totale. Donc pour pouvoir mesurer la station totale, on enlève simplement la sphère et on vient mettre un prisme magnétique à la place de celle-ci sur un repère donné. Donc je montre ici dans le scan 8 pour bien comprendre comment fonctionne une sphère. Donc voilà une sphère, vous voyez, il y a un support magnétique sur la sphère. Donc ce support magnétique, il suffit de le placer sur une gommette. Donc vous avez tous déjà vu à l'école des gommettes, soit des gommettes de couleur, soit des gommettes blanches. Et les gommettes blanches, comme ce sont les moins chères, il y en a partout. Mais alors, partout. Alors ces gommettes, ça sert tout simplement à positionner la sphère pour avoir un repère. Donc ce sont des repères qui sont soit des repères qui vont nous servir pour plusieurs campagnes de scan. Donc on avance dans le bâtiment, on scanne, et à chaque étage, on place des repères visuels, des repères fixes donc, qui sont exactement le même diamètre que le support magnétique. Et ces repères vont nous permettre de pouvoir reprendre la campagne de scan ultérieurement, ou de repasser sur un étage. On a d'autres repères, ce sont des repères qui vont être connus en coordonnées. Donc ça s'appelle des points d'appui, à la différence des repères non connus en coordonnées. Donc on va devoir donner une nomenclature à tous ces repères. Donc les repères dits connus, donc les repères d'appui, ils commencent toujours par PT, c'est un point connu, PT quelque chose. Les autres repères, ça sera un quelque chose, un numéro généralement. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Les repères qui sont positionnés à un étage, ça sera, par exemple, pour le 4e étage, 4 points quelque chose. Quelque chose, c'est tout simplement le nombre de repères. Si j'ai 6 repères, il y aura 4.1, 4.2, 4.3, ainsi de suite, jusqu'à 6. Si, au 4e étage, on a mesuré 3 points, parce que c'est toujours par 3 points minimum qu'on mesure, et que ces points donc sont connus en coordonnées, ça sera un PT 4.1. PT 4.2, PT 4.3. Donc c'est comme ça qu'on s'y retrouve. Dans une pièce, le nom de la sphère correspond au nom de la pièce. Dans un couloir, le nom de la sphère correspond au numéro d'étage. Donc continuons avec notre étage numéro 4. Je suis donc au 4e étage. Toutes les sphères de ce 4e étage vont être des sphères 4.1, 4.2, sauf si ce sont des sphères connues en coordonnées. Là, ça sera du PT 4 points quelque chose. Et quand je rentre dans une classe, par exemple la 401, ça sera 401.1, 401.2, et ainsi de suite. Donc, dans notre exemple, comme j'ai fait un extrait d'étage, on va juste nommer les sphères à l'intérieur d'une pièce 401, 402 par exemple, et dans le couloir 4.1, 4.2, 4.3. Et les différents points connus, ça sera PT, mais ici c'est déterminé, je n'ai pas fait une nomenclature rigoureuse, c'est PT 1, 2, 3, 4. Donc comment fonctionne-t-on avec des sphères ? Je viens tout simplement ici sur Objet topographique et je prends sphère. Là, je n'ai plus qu'à cliquer sur ma sphère et elle va être détectée. Comment Recap détecte-t-il cette sphère ? C'est tout simplement un petit algorithme, enfin pas si petit que ça quand même, mais un algorithme qui va détecter un nuage en forme de sphère. Donc il va déterminer le diamètre de la sphère, parce que ça marche avec n'importe quel type de sphère, donc n'importe quel diamètre. Le souci, ça marche tellement bien que si vous avez des luminaires, j'ai ça chez moi, j'ai une grappe de boules lumineuses, il détecte des sphères. Ça peut être pratique, ou pas.
Et donc, il va détecter cette sphère et il va en déduire son centre. Et il va en déduire son centre et il vous l'affiche. Donc, moins 1.169, 6.111 et moins 0,658 par rapport au 0,0 local du centre focal de l'appareil. Donc ici, on voit des coordonnées apparaître pour le centre de la sphère. Donc, pour que ça soit plus parlant, je vais passer ici dans le nuage de points. Voilà la bille miroir, donc la position de notre laser scanner dans la classe. Donc vous pouvez tourner autour de cette bille miroir et moi ce qui m'intéresse c'est de venir regarder la sphère qui est ici. Voilà. Donc ici vous voyez les points mesurés sur la sphère. Donc on voit les formes de sphère, donc une forme sphérique, et en cliquant dans l'image, donc dans le Real View, on va lancer un algorithme sur le nuage de points à cet emplacement pour détecter une sphère. Et donc il va en déduire son centre. À partir du moment où on a minimum 3 sphères visibles dans un scan et les 3 mêmes sphères visibles dans un autre, donc si je prends ici le scan 1, on remarque que j'ai bien 3 sphères visibles, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai 5 sphères identiques visibles dans les deux scans, donc forcément on sait mettre ces 5 points en commun. Alors pourquoi autant de points ? Le minimum c'est 3 points. Donc il me faut 3 sphères. 3 sphères non alignées. Ça c'est extrêmement important. Donc, si je prends 1, 2, 3, ce n'est pas une bonne répartition spatiale des sphères. Tout simplement que, partons du principe, nous en avons 2. Je peux recaler ces 2 scans-ci, ensemble, sur ces 2 sphères. Le souci, c'est que vous avez une ligne. Et ça veut dire que les scans vont pouvoir tourner autour de cette ligne. Donc, il va y avoir une erreur. C'est exactement la même chose que le principe d'équilibre. Donc ici, avec 3 points positionnés comme ceci, il ne peut plus tourner. Non seulement je vais venir en planimétrie positionner ces 3 points connus, ils sont connus parce que quand on clique dessus, vous voyez, il y a des coordonnées. Donc ils sont connus localement, mais ils sont connus. Localement par rapport au scanner. Donc si je clique sur la même sphère ici, j'ai d'autres coordonnées, tout simplement par rapport à l'autre centre qui correspond à la 2e position du scanner. Donc forcément, ce n'est pas les mêmes coordonnées, mais il suffit de faire une translation, une rotation, et c'est bon. Il n'y a pas de mise à l'échelle, normalement. Donc avec une simple translation et une rotation, je positionne mes 2 scans l'un sur l'autre. Avec 2 points, l'un sur l'autre, il peut toujours y avoir une rotation. Avec 3 points, il n'y a plus de rotation, et j'ai ce qu'on appelle aussi un résidu. Donc je sais calculer un écart de mise en commun. C'est ce qu'on appelle également un RMS, un Root Mean Square ou un écart quadratique moyen. On va dire écart quadratique moyen vu mon anglais. Et donc ça me donne une notion de précision. C'est ici que ça devient intéressant. Je peux fournir donc à mon client une notion de précision. Mais quand je vais mettre plusieurs scans, donc 2, 3, 4, 5, je vais avoir, pour chaque paire de scans, pour finalement chaque paire de coordonnées, un écart. Et donc, je peux avoir ce qu'on appelle l'écart quadratique moyen global sur l'ensemble de mise en commun de mes scans. Et donc, ça me donne ma précision globale. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, 2 grandes techniques à bien comprendre. La première, c'est je clique dans ma première vue et je viens chercher dans la 2e vue les mêmes sphères, je les nomme de la même façon et je les mets ensemble. Donc nous allons voir ça. Si je clique ici, je l'appelle, imaginons 401.1. Et je viens ici, je l'appelle, en cliquant dessus, 401.1. Pas de souci, on va pouvoir les mettre en commun. Mais j'ai, comme je l'ai dit juste avant, j'ai des points qui sont connus en coordonnées. Donc, si vous regardez bien, quand je clique, je peux créer un point de topographie. Donc je pourrais écrire à la main.
il y a mieux. Je vais venir chercher, ici dans le menu déroulant, des points de topographie, donc format CAO XYZ. Donc format en coordonnées. Donc si je viens dans mon fichier ici CSV, donc c'est un fichier qui sort d'une station totale. Ce sont des stations totales du bac 3, c'est quasiment les mêmes que celles que vous avez utilisées en bac 2. Elles sont un tout petit peu plus performantes, on peut s'attendre à avoir une précision de 2 mm. Sur une polygonale, si je me souviens bien, dans la cage d'escalier, on avait un écart de 1 cm sur une vingtaine de stations, donc c'était pas mauvais. Et on va voir ça sur les points. Donc j'ai PT1, PT2, PT3, PT4, ils n'ont pas été renommés de façon correcte, et donc on peut les renommer nous-mêmes. Donc le premier, ça sera dans le couloir, donc ça sera le PT 4.1. Je n'ai pas pris d'autres points de couloir, hein, c'est juste ici pour l'exemple, on ne va pas tout faire non plus. Le PT2, ben, ça sera le 401.1. Donc le PT3, ça sera le 401.2. Et le PT4, le 401.3. Alors, fichier enregistré, et là, il va y avoir un souci. Donc ici, nous sommes sur un CSV, donc comma separator value, donc vous avez un numéro de point, une virgule qui sépare les données, X, Y, Z code. Et chaque fois, j'ai une virgule. Mais même si recap vous dit qu'il peut charger un point connu en coordonnées, on va le faire, hein, vous allez voir. Point référent, je prends mon fichier de sphère, et on voit que rien n'a été chargé. Alors ça, c'est extrêmement mal exprimé. Format XYZ avec des virgules, on s'attend à devoir lui fournir un CSV. C'est pas du tout le cas, il veut un fichier tabulé, donc il faut modifier notre CSV. Donc je vais faire ça rapidement, je fais un petit tab ici, hein, comme ça. CTRL X, je le copie, je vais dans modifier, je fais remplacer, je remplace la virgule par mon tab, je ferme ceci et je peux faire fichier enregistrer, sauf si vous voulez garder votre CSV, vous l'enregistrez sous. Hein. Et maintenant, si je viens dans mon scan ici de gauche, le scan 0, donc normalement, aussi, il faut renommer ces scans correctement. Là, je les ai repris directement en scan 0, 1, 2, 3, mais normalement, ça porte exactement le même nom que l'étage. Donc, scan 4 pour l'étage, 1. Scan 4, 2, scan 4, 3. Quand on rentre dans une pièce, c'est scan 4, numéro de pièce. 401, 1. 401, 2, et ainsi de suite. Ici, ils n'ont pas été renumérotés. C'est pour l'exemple. Mais écoutez bien ce que je vous ai dit en classe. Il faut garder une logique et une rigueur. Alors, pour une maison unifamiliale, on peut alléger les choses. Dans un bâtiment ici comme le B15 ou comme le campus, il faut avoir une rigueur extrême, sinon on s'y perd. Je clique sur ma sphère et je viens chercher mon fichier tabulé. Je double-clique dessus, il est chargé et je prends le 401.1. Donc on voit les coordonnées locales, les coordonnées globales. Bon, pour l'instant, comme il n'y a qu'une sphère, je ne peux pas avoir de RMS ni de confiance d'aliment et j'accepte. La deuxième sphère qui se trouve ici, ça sera la 401.2 et là, j'ai de nouveau le même principe. Je clique ici, je prends la 401.3 et j'accepte. Donc je ne vais pas venir sélectionner la sphère, je vais vous montrer le principe qu'on peut apprendre pour se simplifier la vie. On pourrait très bien venir dans le scan ici 1 et venir sélectionner la sphère, la 401.3. Et faire accepter, et ainsi de suite. Mais quand je vois que j'ai une correspondance trouvée qui est dans le vert, donc ça veut dire que je n'ai pas de problème de chevauchement, pas de problème d'équilibre, et l'inférieur 6 est aussi tout à fait acceptable. Donc là, je peux me permettre de faire un recalage, une fusion automatisée. La preuve, fusion automatisée, il va directement le mettre ici. Alors on va voir que ça ne va pas être tout le temps le cas. Comme on a fait un recalage automatisé et qu'on a vu qu'il avait des problèmes, on se doute bien que quand on va passer dans le couloir,
il va y avoir des soucis, et là, il vaut mieux le faire manuellement. Et donc, l'avantage avec ça, c'est que quand je viens cliquer une sphère, il me la propose automatiquement pour la simple et bonne raison que les deux scans ont un bon chevauchement, un bon équilibre, les points inférieurs à 6, c'est OK, donc ils sont correctement corrélés, et donc, si une sphère est présente dans l'un, à une certaine position, il doit trouver la sphère exactement à la même position dans le deuxième scan, vu qu'on vient de faire une translation et une rotation entre les deux. Donc on remarque qu'effectivement il y arrive, et on a un RMS de 1,36 mm et une confiance d'aliment impeccable. Je fais OK. Ici, forcément, il l'a, vu que je l'avais déjà cliqué. Et ici, si je clique dessus, il la trouve aussi. Alors l'avantage en faisant ceci, c'est que les autres sphères qui sont ici, si vous regardez bien dans le scan 0, elles ne sont pas sélectionnées. Donc la 401.4 et 401.5 ne sont pas sélectionnées. Donc en cliquant dessus, je vais lancer de nouveau un algorithme qui va aller les chercher dans tous les autres scans qui ont déjà été corrélés, mis en commun. La preuve, je clique ici, je fais 401.4. Vous me dites, c'est pas passé grand chose. Oui, mais si on va dans le scan 1, le 401.4, il est là. Donc, je vois que quand je suis dans le scan 1, le scan 3 est vert. Je vais faire fusionner. Donc, il me dit examiner. Donc, quand je passe mon curseur dessus, je vois que j'ai un équilibre qui est pas bon. Tout simplement parce qu'on est en entreporte et donc on a un problème avec le couloir déjà. Donc dans ce cas-là, on refuse. Dès qu'il commence à avoir des problèmes d'équilibre, vous risquez, et je vous le montrerai dans un suivant, pour vous prouver qu'effectivement, si on le fait, ça peut poser problème. Donc là, il est vert, donc normalement, ça devrait passer. Mais quand on a un doute, on s'abstient. Donc ici, on sait que c'est le 401.4. Pardon, point 3. Le 401.4. Celui-là, je ne l'ai pas encore mis, donc je vais venir le mettre ici. 401.5 donc. Et ici, je vais sélectionner le 401.5. Je fais accepter. Je fusionne. Et comme on a 3 sphères, normalement, on n'a pas besoin de se préoccuper ici des problèmes d'équilibre. Je fais approuver. Donc, je rentre ici dans mes scans et on voit que les 3 sphères ont été détectées et que j'ai une précision de 0,6 mm. Je peux venir ici faire une amélioration du calcul par rapport aux sphères. Et si je viens sur ma petite étiquette, je peux prendre les données des cibles et là on voit les écarts des différents scans et des différentes cibles. On a alors pour les cibles les différents écarts en confiance d'aliment et en RMS. Donc je peux faire fermer, tout se passe très bien. Donc je me retrouve ici dans le couloir et j'ai le scan 4 qui est en train de tourner, il est en train de chercher. Donc on voit qu'il y a déjà un problème de mise en correspondance. Alors je peux me mettre dans le scan 0 et venir sélectionner cette sphère-ci. Donc on va partir du principe que la sphère qui est là au bout, qui est ici, voilà, c'est la PT 4.1. Donc celle-ci, ça sera la 4.2. Ici, ça sera la 4.3. Là, la 4.4. Et là, si elle
ça devrait être la 4.5. Mais elle ne passe pas. Alors, elle ne passe pas, et on va voir le problème avec le scan 9, c'est tout simplement parce que lors du mesurage, il y a eu un souci. Bon, c'est plutôt une erreur qu'un souci. Dans le laser scanner, vous avez des paramétrages, et comme je vous l'ai dit au cours, il faut faire attention à deux grands paramètres. Un, la densité de points que l'on veut, et deux, la portée que l'on veut. Donc, dans le laser scanner, donc le Focus M70 que nous avons à l'école, vous avez la possibilité de spécifier votre densité de points, mais surtout votre portée. Donc, vous avez des préconfigurations que je vous ai montrées, inférieures à 10 mètres et supérieures à 10 mètres. Je vous ai dit qu'on est dans une classe, si elle n'est pas trop grande, inférieure à 10 mètres, ça ira toujours, il n'y aura aucun problème. Mais quand on se trouve dans un grand couloir, forcément, on a besoin de beaucoup de sphères. Tout simplement, beaucoup de sphères, parce que si je viens ici dans le scan 9, regardons notre couloir, c'est linéaire un couloir. Si c'est linéaire, j'ai besoin de sphères positionnées de part et d'autre du couloir. Donc ça, c'est une première chose. Mais vous avez toujours tendance à positionner les sphères de part et d'autre sur un même plan. Il faut toujours, ici, réfléchir en 3 dimensions. Donc, positionner des sphères comme ceci de part et d'autre, oui, on triangule, mais c'est encore mieux de positionner des sphères aussi au plafond ou sur des objets en élévation. Comme ça, la triangulation est bien meilleure, on commence à se rapprocher de quelque chose de cylindrique, et donc c'est mieux, c'est préférable, c'est surtout un grand conseil que je vous donne, de trianguler le mieux possible pour ne pas avoir quelque chose qui va commencer à dériver avec la longueur. Alors, dans un couloir, forcément, comme on va avoir tendance à mettre des sphères un peu partout sur le long du couloir, il faut paramétrer l'appareil sur la plus grande portée possible. Comme ça, je sais aller cliquer des sphères là au bout. Oui, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que le scan 9 va nous poser problème, parce qu'on ne pourra pas avoir 3 sphères identiques avec un autre scan. La portée n'était pas suffisante. On le verra ultérieurement. Donc je suis dans mon scan 4. Donc le 4.4 est positionné, le 4.3 aussi, j'ai positionné tout le reste. Donc je viens ici, je positionne la sphère qui est là. 4.4. Là, j'accepte et je fusionne. On va avoir un affinement et il va bien sûr nous dire un problème d'équilibre. Ça, on s'y attendait. Mais comme nous avons des sphères, ça va être positionné à la bonne place. Et donc, normalement, on va vérifier qu'on n'a plus de problème d'équilibre. On va venir cliquer des sphères et normalement, il doit les détecter. Alors, petit souci, vous voyez ici, j'ai un contre-jour. Donc, ça, je vous en ai également parlé au cours. Nous sommes en Belgique. Un jour n'est pas l'autre. Il pleut, il fait beau. Mais sur une même journée, il pleut et il fait beau aussi. Donc, quand on est dans des scans comme ceci, il n'y a aucun problème. On scanne en couleur et puis voilà, on a une surexposition. On a des variations colorimétriques, c'est pas très grave. Absolument pas grave. Par contre, si on est en train de réaliser des documents patrimoniaux, ou qu'on est en train de faire du scanning de façade pour un permis où la colorimétrie est hyper importante, là, vous devez faire attention à ça. Il est hors de question d'avoir un scan d'une façade qui est ombrée, et puis le deuxième scan de la même façade, où le soleil s'est levé et il éclaire totalement la façade. Et là, on va avoir une façade, par exemple rouge, de briques rouges, mouchetée de petits points blancs parce que l'autre scan est en surexposition. Inversement, on peut avoir un scan de façade, et puis après, le deuxième scan, vous avez le soleil qui s'est levé, et vous avez un contre-jour, et donc ça ne ressemble plus à rien. Donc si votre but est de fournir des documents où la couleur est importante, où la texture des matériaux est importante, même si on n'est pas dans une école d'art, ici,
la couleur et l'esthétisme deviennent importants. C'est votre travail, votre client vous paye pour ça. Donc il faut en tenir compte et donc il faut réaliser un petit planning de mesurage en fonction de l'ensoleillement pour avoir quelque chose d'homogène par façade. Ceci dit, quand nous avons comme ça une surexposition, on peut passer en intensité. En passant en intensité, là, vous n'allez plus avoir la couleur, mais bien l'intensité des points, qui sont tout simplement codés sur un niveau de gris, où vous allez avoir un codage qui est effectué sur l'angle horizontal, l'angle vertical, la distance et l'albédo du point rencontré. Et donc maintenant, je peux cliquer mes sphères. On voit qu'elles sont détectées, tout simplement parce que effectivement, j'ai mis ensemble des scans avec des points d'appui, donc avec des points connus, et on a donc des sphères qui sont automatiquement détectées, et ça ne pose aucun problème. Je réaffine le calage, je regarde et on a 0,5 mm d'imprécision, donc en bruit, donc le RMS. Voilà, donc la 4.5 est également détectée. Alors, maintenant, je regarde mon couloir, je vais me rapprocher. Voilà. Le scan 6, par rapport au scan 4, donc généralement c'est ce qu'on fait. On sait que le scan 6, je suis quelque part là devant la porte. Donc, pour qu'il y ait une mise en correspondance facile, on prend un scan qui est proche du scan suivant. Si je me mets dans le scan 0, la correspondance elle est moins facile. Et je suis dans la classe, je n'ai que ceci, donc ce plan-là en commun, forcément, ça ne fonctionne pas. Donc je viens me mettre dans un scan plus ou moins proche. Voilà. Et on voit qu'il y a une mise en commun. Donc là, je ne vais pas cliquer de sphère. Nous sommes dans des couloirs, donc forcément, on va avoir un problème d'équilibre. Quand je dis forcément, avec l'expérience, vous verrez, c'est tout vu. Je clique sur fusionner, vous allez voir, affinement, et il va me dire problème dans l'équilibre. Donc il va me dire un problème dans l'équilibre. Alors c'est pas qu'il y a un problème dans l'équilibre, c'est que l'équilibre, il est mauvais, extrêmement mauvais. Donc là, vous avez plus qu'une chance sur deux que quand vous allez approuver, il va y avoir une légère translation. Alors, c'est pas des dizaines de centimètres, pas forcément, ça peut, mais dans ce cas-ci, mon avis, non, à vue, parce qu'on a quand même quelques retours de porte où il va pouvoir plus ou moins se caler dessus, mais c'est dérisoire par rapport aux autres plans. Je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Donc forcément, on va avoir une légère translation, donc on va être dans les 4-5 mm, peut-être 1 cm. Donc si j'approuve, vous allez voir, il va y avoir un problème. Donc, si je clique sur ma sphère, cible 0. Si je clique là, cible 0. Là, cible 0. Donc effectivement, il y a un problème. Et le problème, c'est tout simplement qu'il y a un léger écart. Donc pour lui, ce léger écart, ce n'est pas les mêmes sphères. Et donc, quand c'est comme ça, soit on vient cliquer sur ces sphères parce qu'on sait quelle sphère est laquelle, soit on a un petit doute, on clique ici sur. Donc c'est supprimer, ce n'est pas supprimer le scan. Donc si vous venez ici, vous cliquez sur la petite croix, ce n'est pas supprimer le scan. C'est enlever le scan de ce groupe de recalage. Donc si je clique ici, voulez-vous enlever le scan du groupe de recalage? Il passe de l'autre côté, donc il va falloir venir recliquer des sphères. Donc, j'étais sur le 6. On va regarder vers le fond du couloir. Nous avons la sphère 4.5. Alors oui, je les tape au clavier parce que c'est pas très long.
Sinon, vous pouvez très bien venir chercher ici dans la liste déroulante. Et voilà, donc vous voyez, il est vert, ça veut dire qu'il a réussi à se mettre en corrélation. On voit, c'est fait, je fais fusionner, et là, directement, il me dit que l'équilibre, c'est toujours pas extraordinaire, mais au moins, on n'aura plus de soucis. Alors, la preuve qu'on n'a plus de soucis, je pense que je n'ai pas tout cliqué. Si je prends celle-ci, il me la détecte automatiquement. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à placer les 2 derniers scans. Donc quand je suis ici, alors celle-là il ne la connaît pas, donc ça ne sert à rien. Donc on a la 4.2. La 4.3. Et la 4.4. Je fusionne. Et je fais la même chose avec le scan 5. Après, je reparlerai du fameux scan 9. Donc ici, ça va aller sans souci en automatique, tout simplement parce que nous sommes dans une cage d'escalier et là, il y a beaucoup plus de plans disponibles. Donc, je ne vais pas le jurer, parce que c'est généralement quand je jure un truc dans une vidéo que ça ne va pas fonctionner, mais je suis à peu près sûr que ça va passer. Il va me dire qu'il n'y a pas vraiment de problème d'équilibre. Voilà, l'équilibre est satisfaisant. Donc, je vais approuver. Et pour me vérifier, je vais venir sélectionner mes sphères. Voilà, la 4.2 passe. La 4.4. Alors la 4.3 est un peu sur le côté, mais ça passe. La 4.5, problème de portée, on pouvait s'y attendre. Alors, le scan 9, lui, gros souci. Comme on peut le voir, il est tout au fond. On va pouvoir venir sélectionner 1, 2 et c'est tout. Celle-là, on ne l'aura pas. Donc, vous voyez, on peut sélectionner les 2 premières. Mais pas la dernière. Donc ça, c'est un problème de mesurage. C'est une erreur qui a été faite sur terrain. Donc là, il faut recommencer. D'où l'utilité des fameux points fixes matérialisés à l'aide de gommettes sur chaque étage. Voilà, ici j'ai un souci. Alors, imaginons, je termine ma journée. Je n'ai pas scanné cette classe-là. Je dois y aller le lendemain. Ce scan-ci, ça ne fonctionne pas. Imaginons que j'ai mis des gommettes ici, je ne sais pas les utiliser. Mais si j'ai mis des gommettes là au bout, pas de souci, je remets mes 3 sphères de départ, je fais un scan ici intermédiaire pour avoir les gommettes devant la classe, et je suis reparti dans la classe pour finir mon travail. Donc c'est important de mettre des repères visuels sur des surfaces ferreuses. N'oubliez pas, ferreuses. Pas n'importe où. Et donc, tant que je suis dans ce scan-ci, petit aparté, petite explication. Alors, Recap ne le fait pas. Mais certains logiciels le font. La détection automatique des sphères. La détection automatique des sphères fantômes également. Donc, si vous lancez une détection automatique de sphères, il va détecter cette sphère. Regardez, moi, si je clique, il ne veut pas la prendre. Ça, c'est pas mal. Mais certains logiciels, si vous cliquez sur une image, un reflet de sphère, il risque d'y avoir les fameux points fantômes dont je vous ai parlé. Et donc, il va sélectionner cette sphère. Il va même faire un recalage sur cette sphère qui n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'elle est là. Pas là, ça c'est son reflet. Et donc il y a certains logiciels qui vont faire ça. Donc il faut masquer tout ce qui est reflet. Alors j'ai déjà fait des tests,
ça fonctionne impeccablement sur des reflets de sphère. Donc voilà, un petit aparté, hein, pensez à bien faire attention. Si ce n'est pas Recap que vous utilisez, il y a d'autres logiciels. Je ne vais pas rentrer dans un débat lequel est le meilleur ou pas, c'est pas l'objectif du tout du cours. Mais voilà, sachez-le, d'autres logiciels détectent automatiquement ces sphères et détectent des sphères inexistantes. Autant Recap détecte des luminaires en forme de boule et on peut les utiliser comme points de calage. D'autres logiciels détectent des points fantômes. Alors le 9, je vais l'enlever parce que je ne sais strictement rien en faire. Et donc maintenant, j'ai terminé ma scène. Alors, c'est bien de se dire on a terminé. On va quand même vérifier que tout est bien sélectionné partout. Je vais dans mon dernier scan traité. Alors, on avait dit que la dernière, ça ne passait pas. Mais celle-ci, on ne l'a pas encore encodée. Donc, je vais repasser sur tous mes scans pour vérifier que tout se passe bien. C'est peut-être légèrement mal placé, celui-ci. Et là, voilà un exemple d'algorithme qui sait en mêler les pinceaux. Alors, c'est pour ça que j'aime bien ces scans-ci. Voilà. Un autre problème. Ceci est un extincteur. Et la partie supérieure d'un extincteur est légèrement courbe. L'algorithme l'a détecté comme la sphère. Donc là, il va falloir le forcer sur la sphère et pas sur l'extincteur. Voilà. Alors, à vue comme ça, quand je vois qu'il reste 11 mm, je sais qu'il y a un autre souci, mais je ne sais pas encore lequel. Donc, on va aller dans le scan 3. Ici, tout a été détecté. Dans le scan 1, on va vérifier, puis on regardera les résultats et on verra ce qui pose problème. « 404 et 5, 1, 2 et 4.3. Ah. Ça. Alors, ici, je l'enlève tout simplement parce que quand on voit une sphère comme ça dans l'entrebâillement d'une porte, on a une incertitude sur tout simplement une incertitude angulaire. On n'est pas sûr d'avoir vraiment la sphère et pas un problème de bruit autour des surfaces. On va dire que l'espace, si vous regardez bien, on regarde la sphère qui est ici et on passe à travers une porte en biais comme ça, ici avec une armoire métallique. Voilà, l'angle à mon avis n'est pas suffisant et on va avoir bruit assez important dans cette zone-là. Fort peu de points et le calcul, à mon avis, ne doit pas être bon, donc ça devait être ça qui posait problème. Alors on va regarder, effectivement c'était bien ça. Mais ça de nouveau, hein, c'est par expérience. Ça, il ne faut pas faire. Il ne faut absolument pas faire. Vous allez avoir un bruit assez important. Donc, la notion de bruit, c'est, on va dire, une dispersion des points par rapport à un plan. Normalement, on doit avoir un superbe plan et en fonction de l'objet, donc je ne vais pas m'étendre sur le cours théorique, hein, vous l'avez eu, mais par rapport à un plan, le bruit, c'est une dispersion de points par rapport au plan, normalement. Et plus le bruit est important, plus vous avez une incertitude. Et donc ici, c'était bien le cas. Donc je peux la recliquer. Hein. Voilà. Et après recalcul, vous allez voir, ça va pas aller. Voilà. On prend 1 centimètre. Donc il y a effectivement un problème de bruit, ce qui est tout à fait normal. Hein, quand vous voyez
vraiment le passage ici dans la porte, voilà, on a 10 cm d'incertitude et on espère avoir les bons points. Donc il faut pas faire ça. Donc maintenant je vais recalculer et puis on va analyser ce qu'on a. Voilà, je viens dans les données de cible et voilà ce que nous avons. Donc nous avons finalement un RMS ici par cible d'1 mm maximum sur la 4.2, confiance d'alignement de 2 mm, donc c'est extrêmement bien. Dans les connexions entre scans, on voit qu'on a maximum 2 mm. Et si je regarde mon RMS global, j'ai 1 mm 7. Mais je pense que je n'ai pas complètement terminé de mettre le point de référence de la cage d'escalier. Je vais te passer devant 2 fois. On va y arriver. Oui, effectivement. Donc là, je dois l'avoir. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est tout simplement pour vous montrer l'importance de la précision de la donnée. Donc, si je viens ici, donc normalement j'ai tout, je vais faire un petit recalcul. Et là, vous allez voir, mon RMS global va méchamment changer. Voilà, je suis à 1 cm 6. Tout simplement parce que vous avez 2 jeux de données. Vous avez un premier jeu de données, c'est une polygonale qu'ils ont fait dans l'escalier. Alors, bonne polygonale, hein, soyons... Il faut reconnaître ça de nos étudiants. Très bonne polygonale. Je vous l'ai dit ultérieurement, un écart de fermeture plus que très acceptable. Et dans la classe, ce n'est pas le même jeu de données. Donc c'est une chose on n'est pas censé faire. Hein. On est bien d'accord. Donc ici, on a un autre jeu de données. C'est tout simplement une station qui était projetée dans la classe par l'extérieur. Alors qu'il y avait un échafaudage. En fait, on a fait des petits jeux comme ça, et on a demandé à nos étudiants, réalité de chantier, voilà, il faut envoyer une station dans la classe à partir de l'extérieur avec les échafaudages et les hommes qui travaillent dessus. Comment est-ce que vous faites ça? Et on veut une bonne précision, donc ils avaient mis une méthodologie en place, et donc ça avait porté ses fruits, parce que voilà l'écart que nous avons. Donc c'était très bien. Donc maintenant que nous avons toutes nos sphères qui sont cochées, notre scène est faite, nous pouvons indexer les numérisations. Donc on lance l'indexation, vous allez voir la barre ici qui va défiler, et on va avoir un projet terminé. Donc quand l'indexation est terminée, vous faites lancer le projet, et vous allez voir votre nuage de points, donc votre scène finale apparaître. Et donc à partir de là, je vais vous montrer dans les prochaines vidéos comment naviguer dans ce nuage de points, comment le traiter et ce qu'on peut en faire. Bon, la dernière partie, prendre le RCP et le mettre dans Revit ou le mettre dans AutoCAD. Ici, comme nous sommes dans l'option BIM, forcément AutoCAD on n'en parlera même pas. Mais le RCP, vous l'avez déjà fait en bloc 2. Vous l'avez déjà fait en deuxième bloc dans les cours de photogrammétrie. Donc ça, on ne va plus en reparler non plus.